Est-ce qu'on est en train de changer de civilisation? Oui, on est en train de changer de civilisation et ça se caractérise par plusieurs points. Le premier, c'est peut-être dans la structure, même si on ne s'en rend pas compte actuellement, c'est en cours. La structure, c'est que notre civilisation libérale dans laquelle nous vivons réside sur l'autonomie. Donc c'est à nous de déterminer nos propres choix au nom du libre arbitre. Et on remarque progressivement une externalisation de notre rapport à l'autorité. Finalement, plutôt que de suivre nos propres conseils, on s'en remet à la technologie et à des algorithmes, au même titre qu'auparavant, dans les sociétés traditionnelles, on s'en remettait peut-être aux mœurs, à la tutelle religieuse. Et bien, il y a une nouvelle tutelle qui est en train d'apparaître. Et cette nouvelle tutelle bat en brèche une valeur fondamentale de notre civilisation qui est la liberté, mais la liberté au sens de libre arbitre, de la faculté de se déterminer nous-mêmes. Ce libre arbitre, en fait, est attaqué aujourd'hui sur plusieurs points. En théorie, on aura l'occasion d'y revenir, mais par les avancées de la science, finalement, de se demander si nous sommes vraiment des êtres autonomes et qu'on prendrait nos décisions au nom peut-être d'une âme ou d'une conscience qui échapperait au déterminisme du monde. Ça, c'est le premier point, parce que si on se rend compte que tous nos choix résultent de la matière, des lois de cause à effet, eh bien, où se trouve notre individualité dans tout ça? Mais aussi, et c'est peut-être un point qui est très important, ce libre arbitre est battu en brèche également en amont de nos décisions, quand on prend une décision, puisque l'intelligence artificielle se développe et a un pouvoir de manipulation, de désinformation qui est extrêmement fort, et donc pouvoir nous faire changer d'avis sans qu'on s'en rende compte. Donc c'est toute la question de la manipulation, mais aussi en aval de nos décisions, dans un environnement où la technologie rend le monde de plus en plus complexe, les informations circulent de plus en plus vite, donc est-ce qu'on aurait encore intérêt à prendre des décisions au nom de notre fort intérieur, sachant que des technologies pourraient nous aider à faire des choix plus pertinents et à nous guider dans l'existence. Et puis, de là résulte un dernier point, c'est que notre décision, notre fort intérieur, on aurait tout intérêt à l'externaliser auprès d'intelligence artificielle qui seraient des sortes de chat GPT, des assistants, des conseillers, qui nous permettraient de prendre des décisions optimisées en fonction de notre individualité. Et donc cette disparition annoncée du libre arbitre, on en voit les prémices, on va, je pense, y revenir, et ça, elle s'accompagne d'un deuxième changement. Donc après ce changement de valeur, la liberté au nom du bien-être, puisque finalement on va optimiser notre recherche du bien-être, cela s'accompagne aussi de la disparition progressive d'un langage, parce que toute civilisation repose sur un langage symbolique. Et bien ce langage symbolique commence petit à petit à être substitué par le langage de la logique, de la rationalité, des mathématiques, et on voit le succès en fait de tout ce qui concerne l'analyse des datas. Et ce nouveau langage prend de plus en plus de place dans notre société au détriment d'un langage qui serait celui de symbolique, qui permet en général de parler de choses qui n'existent pas, donc qui laisse la place à la croyance, au récit, à donner du sens, à la narration, face à l'exactitude scientifique. Merci pour cette présentation. C'est grosso modo la thèse que vous développez dans votre ouvrage L'individu fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle. C'est votre premier ouvrage, il m'a beaucoup plu. Donc on va essayer de défiler, de dérouler ce film. Donc si on est en train de changer de civilisation, est-ce qu'on peut d'abord parler de la civilisation dont nous serions en train de sortir selon vous? Oui, absolument. Alors pour le comprendre, il y a le livre suit une métaphore, mais qui est simple, donc je la redis ici. C'est celle de la métamorphose. Voilà, parce que on parle, selon les bords politiques, on pourrait dire oui, les structures aujourd'hui de la civilisation sont les repères, ceux d'élite, c'est la mort de l'Occident où le monde n'est plus tel qu'il était, donc on va vers la fin. Ça, c'est une hypothèse, mais il y a aussi une façon de dire, bah, ça change. C'est peut-être le signe d'une transformation, donc au même titre que la chenille devient papillon, toute la structure se métamorphose et le résultat final n'a rien à voir avec ce qui est précédent, mais c'est une étape nécessaire. Et pour ça, on a la chenille ou la fourmi ou l'abeille, la stade du cocon, et dans lequel nous sommes actuellement. Et c'est pour ça que je reviens dessus. Dans le cocon, ou la chrysalide, le corps de l'insecte se dissout, se digère lui-même. Et donc tout le corps qui était précédent devient une bouillie informe, liquide. Donc mon raisonnement, c'est l'individu. Et on va y revenir, je pense. Et cet individu est aujourd'hui autodéterminé, mais donc ne se réfère plus à la structure d'avant. Et toute la question, c'est quelles seront les cellules qui vont alimenter cet individu pour donner naissance à un nouveau monde. Et donc aujourd'hui, pour répondre à la question, nous sommes dans un état transitoire, un état qu'on pourrait appeler postmoderne, mais qui est absolument un état logique. C'est tout à fait normal qu'on en soit à ce stade, puisque nous sommes aujourd'hui héritiers de la civilisation des Lumières,
qui postule que l'individu est donc l'homme, en fait, doit s'affranchir des tutelles, des grandes tutelles, la religion, la tradition, qui l'empêchent d'être libre de penser par lui-même et donc d'être autonome. C'est-à-dire que notre vie doit être dirigée non pas au nom des instances supérieures qui nous aliènent, mais au nom de notre propre individualité. Et donc tout l'enjeu, et la démocratie participe à ça, c'est de retirer petit à petit les déterminismes qui nous empêcheraient d'exercer librement notre autonomie. Et donc l'histoire finalement du 19e siècle et du 20e siècle, c'est des progrès, beaucoup d'acquis sociaux qui visent à émanciper l'émancipation et permet cette libération. Or, on voit qu'il y a un peu deux grands mouvements dans la philosophie des Lumières. Un mouvement qui est celui de Kant, qui est de dire on s'affranchit des tutelles, mais pour rejoindre le corps social. Notre autonomie est une force centripète qui nous pousse vers l'extérieur, vers le civisme, l'engagement politique, etc. Et puis il y a un deuxième mouvement qui a pris le dessus sur le premier et qui est un peu typique de la seconde moitié du XXe siècle, qui est le mouvement initié par Rousseau, où l'idée est de s'émanciper, très bien, mais au nom de quoi? Non pas d'une force centripète, mais centrifuge, revenir vers soi, retrouver son moi authentique, son état de nature. Un état qui serait affranchi des déterminismes sociaux, mais jusqu'où vont les déterminismes sociaux dans notre identité? Et c'est aujourd'hui un peu le nœud de notre peut-être malaise civilisationnel, puisqu'on voit qu'on est beaucoup plus libre qu'avant, mais qu'en même temps, l'individu est tiraillé. Et c'est peut-être ça ce qui est intéressant si on analyse notre société aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'état transitoire de la chrysalide, où on a encore des grumeaux qui seraient un peu les grumeaux de l'ancienne civilisation, d'un rattachement à des structures, et puis en même temps une volonté d'être tiré vers l'avant. Et cela se manifeste avec trois paradoxes que je signale, qui est celui de s'émanciper. Jusqu'où est-ce qu'on s'émancipe? Est-ce qu'on peut assumer sa liberté, être soi-même, être responsable de ses choix? Et comment est-ce qu'on constitue un corps social une fois qu'on est soi-même? Est-ce que cela est possible? Et si vous le souhaitez, on peut développer ça. Donc, en fait, parce que moi, naïvement, pour moi, on était encore dans la civilisation des Lumières. J'avais pas... Je voyais des signes de rupture, mais j'arrivais pas à les nommer. Et c'est ce que vous faites dans votre livre. Et je trouvais ça assez intéressant. Quels sont les indices qui nous permettent de voir qu'on a rompu avec la civilisation? Alors, on est toujours dans la civilisation des Lumières, mais on est à l'aboutissement de sa logique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'aboutissement de sa logique pose des problèmes, qui sont ceux que je vais développer, les paradoxes de notre liberté acquise, et donc qui appellent une solution. Et cette solution, la technologie va avoir une place dedans pour permettre de poursuivre cette civilisation des Lumières. Et on va voir que plus on la développe, plus elle conduit à une transformation, une métamorphose, et à la fin, sa négation. Et donc, on a un peu je vais présenter les trois grands paradoxes, finalement, de ce projet des Lumières. Le premier, c'est de se dire, OK, il faut s'émanciper des grandes tutelles, très bien, mais pour rejoindre quoi? Est-ce que notre identité précède notre inscription dans le monde, dans la société, dans les déterminismes? Et ça, c'est la grande question du livre, qui est un livre sur la liberté, finalement, qui est de se dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions que soulèvent les débats sociaux qui finalement se résument à la question du déterminisme. Est-ce qu'on est déterminé par la société, déterminé par la biologie, ou est-ce que nous avons une identité qui précède tout ça? Et il y a une partie dans les premiers paradoxes qui est de se demander, est-ce que lorsqu'on s'émancipe, est-ce que c'est pour retrouver notre noyau? Donc dans ce cas-là, l'identité serait un atome. Vous voyez, on retire les couches et puis on retrouve notre atome et c'est nous. Et là, on est libre. Et le projet des Lumières s'accomplit puisqu'à ce moment-là, on est un citoyen désiré, un citoyen idéal. Quand on vote, on sait que c'est en notre nom propre et qu'on n'est pas la marionnette des reliquats de l'ancien régime qui pourraient être une caste politique, les puissants, etc. La famille, voilà. Et là, donc on est un citoyen éclairé, un citoyen qui a son consentement libre et éclairé. Et toute la question, c'est lorsqu'on s'émancipe, est-ce qu'on retrouve son noyau dur ou est-ce que finalement l'identité n'est pas comme un oignon et non pas comme un atome et que notre existence, ce sont des couches. Alors la couche du pays, la couche de la famille, la couche des amis. Et en les ôtant, finalement, si on note tout, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe, tout simplement? Et est-ce qu'on peut exister sans retomber dans d'autres déterminismes? Et là, c'est une question dont je n'ai pas la réponse, évidemment, mais je prends un exemple qui est aujourd'hui celui qui crispe beaucoup les débats, qui est celui de la question du changement de sexe. Et qui est très intéressant puisqu'il pose tout de suite la question du déterminisme, qu'il soit biologique, social, ou est-ce qu'on aurait un genre qui préexisterait notre existence. Et sans aucun parti pris, l'idée est simplement de voir qu'il y a deux écoles
deux visions philosophiques. L'une que j'appelle idéaliste. Pourquoi ? Parce qu'on dit que finalement, en étant par exemple non-binaire, notre identité de genre ne se définit ni par la société, ni par notre biologie, mais tout simplement par notre essence. Et de l'autre côté, ce que j'appelle une école matérialiste, sont ceux qui vont souhaiter changer de sexe pour rejoindre souvent le stéréotype du genre construit socialement. Donc on choisit un nouveau déterminisme, mais aussi on choisit de la biologie avec le traitement hormonal. Traitement hormonal qui a un effet, au moins à court terme, et en analysant les brochures de présentation pour aider les personnes à faire leur transition, ou les youtubeurs qui sur 5 ans ont expliqué leur transition, on voit que le tempérament lui-même l'hormone influe sur le tempérament. Et donc là, c'est une école qui rejoint un déterminisme biologique. Et donc toute la question un peu vertigineuse, c'est quitter un déterminisme en s'émancipant, mais est-ce que ce n'est pas pour retomber dans un autre déterminisme dont on n'est pas conscient, au même titre que quelqu'un qui change de groupe, finalement adopte les codes de l'autre groupe, parce qu'il y a toujours un phénomène de conformisme qui anime l'être humain. Donc ça, c'est un peu toute la tension de l'émancipation. Et la seconde grande tension, grand paradoxe, et qui à mes yeux est le plus intéressant aujourd'hui, et qui nous pose la question de la limite de notre émancipation des Lumières, c'est le fait de s'assumer. Alors, on est libre, et c'est formidable, on est tous très contents de s'émanciper, et dans un monde où les structures ne nous imposent plus rien, donc c'est un contexte qui, si on le développe un peu plus, ce qu'on appelle l'anomie, il n'y a plus une norme qui s'impose à nous, et donc c'est un acquis, la philosophie des Lumières, mais cet acquis, eh bien, a un poids sur nous, un poids qui est qu'on est libre, mais on est responsable. Et cette responsabilité fait peser sur l'individu un poids cognitif et physique, puisque l'individu, on ne l'a peut-être pas défini suffisamment, mais c'est celui qui est indivisible, c'est celui qui a ôté les couches de ce qui n'appartenait pas à lui pour être son noyau dur. Et bien, quand on est responsable aujourd'hui de reconstruire un peu sa spiritualité, parce qu'on ne va pas nous dire il y a telle religion, c'est à nous de la choisir. Et pour choisir, on va sous-peser, qu'est-ce qui me parle le plus. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui de spiritualité sur mesure, New Age, adaptée à la spiritualité de chacun. On prend un peu de ci, un peu de ça. Mais on doit aussi être responsable de sa mobilité géographique, de son travail, de ses études, de la personne qu'on va épouser. Et donc tout ça a un poids qui incombe sur nos épaules. Et cela se retrouve, cela a un impact qui sont des pathologies typiquement contemporaines, qui sont le burn-out, la dépression, l'addiction, les personnalités borderline, l'anxiété. Tout ça parce que, en fait, être libre, c'est affronter le risque. Et le risque, on le sait bien, c'est anticiper des choses qu'on ne connaît pas, déployer beaucoup plus d'énergie pour affronter tous les domaines qui, autrefois, étaient réservés, on déléguait des choses. Alors, ça pouvait être sous-optimal, on pouvait être malheureux, mais ça ne nous revenait plus dessus. Et aujourd'hui, cela se retrouve beaucoup dans un phénomène en entreprise, qui sont des entreprises aujourd'hui, le management promeut l'autonomie de chacun, et ce qui conduit évidemment à reproduire les pathologies contemporaines. Et donc on se dit, on va pouvoir remédier à ça par le développement personnel, pour gérer mieux ses désirs, gérer mieux sa perception du monde, pour être davantage en pleine conscience et être moins stressé, etc. Mais finalement, on voit que le développement personnel, et c'est une critique que j'aimais qui ne concerne pas tout le développement personnel, il y a des choses très bien, mais en fait, ça ne fait que reproduire l'idée que je ne vais pas vous donner la recette pour être épanoui, mais je vais vous donner une méthode. Et cette méthode, c'est à vous d'appliquer. Moi, je ne sais pas, après tout, débrouillez-vous, mais j'ai les 10 conseils. Et qu'est-ce qui se passe ? On va appliquer les 10 conseils, et puis si ça ne va pas bien, on va se dire, mince, je ne les ai pas assez appliqués. Et là, on se retrouve dans des dérives qui peuvent être des personnes qui méditent 10 heures par jour, qui vont faire du yoga à outrance, ou avoir des phénomènes aussi d'orthorexie, une alimentation qui serait beaucoup trop contrôlée, parce que l'idée étant l'optimisation de soi pour remédier à une hyper-responsabilisation. Et donc cette idée de se dire, est-ce qu'on est libre, c'est très bien, mais est-ce qu'on est vraiment fait ? Est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Est-ce qu'on est capable de le supporter ? Donc ça, c'est le deuxième grand paradoxe. Et puis le troisième, qui est celui de faire société, finalement. Parce que la liberté politique, c'était quand même le grand projet des Lumières. On s'émancipe, mais c'est pour s'intégrer au groupe social. Et là, évidemment, il y a toute une question qui est celle, est-ce que je peux faire société si je suis authentiquement moi-même ? Parce que c'est finalement le but de la démocratie, c'est de faire nous des personnes authentiquement elles-mêmes, mais cela implique de faire des compromis. Or, on sait que toute société implique un arbitraire, des conventions. Et est-ce que je suis prêt à renier sur des choses que j'estime être fondamentalement liées à ma nature lorsque la société impose d'en faire un compromis ? Alors, et c'est là tout le paradoxe, et peut-être le paradoxe dans les conséquences des Lumières, c'est qu'on veut faire des personnes authentiquement elles-mêmes, mais une fois qu'elles sont authentiquement elles-mêmes, la confrontation en société devient plus problématique.
Et ça, c'est une question de se dire, est-ce qu'il ne faut pas être hypocrite en société? Dans le sens étymologique, c'est que dans la tragédie grecque, l'hypocritasse, c'était le masque que portaient les comédiens qui jouaient leur rôle. Et finalement, un rôle social, c'est extrêmement important pour coopérer facilement. On n'a pas besoin de débarquer avec son moi profond et dire, bah voilà, moi je suis comme ça. Non, il y a des conventions sur lesquelles on doit passer. Au même titre que chez les Romains, persona, c'était le masque également. Donc on dit, ah, lui c'est un personnage, on sait qu'on joue un rôle, mais finalement, toutes les règles de sociabilité, la politesse ou les conventions sociales impliquent peut-être une deuxième part de nous-mêmes qui est faite de déterminisme arbitraire, mais qui ont tout intérêt à exister pour vivre en société. Et donc ça, c'est une impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui la démocratie, telle que les Lumières l'ont voulu, qui est de se dire, est-ce qu'on peut faire à la fois un citoyen, avec tous les compromis que ça impose, et un individu qui serait justement celui dans lequel on aurait ôté ces couches de déterminisme sociaux. C'est le cœur du livre, c'est que l'indice qui vous permet de supposer qu'on change de civilisation, c'est cette crise de sens. Donc les individus se sont libérés de plus en plus, et plus ils se sont libérés, plus on voit des symptômes de crise de sens. Un autre petit indice qui m'a beaucoup plu, alors c'est beaucoup plus anecdotique, mais c'est vous utilisez les termes, vous dites, on parle que de néo et de post, et c'est vrai que moi je suis pas né à l'époque du keynésianisme, je suis né à l'époque du néo-keynésianisme, du néolibéralisme, du post 68 art, je veux dire, comme s'il n'y avait pas de création de mouvement, comme si on était dans l'attente que quelque chose se passe, dans la chrysalide. Ah oui, absolument, c'est un peu dans l'introduction pour lancer un peu le sujet. Mais effectivement, on ne parle pas de post-romantisme, c'est notre période post-classique, non. Et donc, c'est le signal qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on n'arrive pas encore à définir et qui est un mouvement transitoire, qui appelle vers autre chose. Et cette autre chose, on va en parler, mais en tout cas, pour les symptômes, qu'il y a une aspiration à autre chose, c'est que vous voyez, on aspire à parfois une désindividualisation, retrouver un cadre, retrouver du sens, mais en même temps, on veut être plus libre. Et cela se pose des problèmes, comment on fait société, comment on est authentiquement soi-même. Et donc, le constat qui permet de basculer dans la suite, c'est de se dire finalement, les individus aujourd'hui sont dans cette chrysalide, mais ils n'ont pas encore trouvé leur traduction politique ou civilisationnelle qui leur permettrait de continuer leur émancipation sans se renier. Parce que notre souffrance fait qu'on renie. Parfois, on se dit, je vais revenir dans la religion, je vais revenir dans certains cadres, parce que cela m'apaise. Mais donc, qu'est-ce qui nous permettrait de poursuivre cette émancipation sans renier cette aspiration? Et donc, c'est là toute l'ambivalence. Et donc, la suite du livre, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver les prémices de cette nouvelle civilisation, les cellules qui vont avaler les nutriments que constitue l'individu? Exactement. Et c'est là que l'intelligence artificielle débarque. Oui. Petite question, est-ce que vous aviez en tête l'idée qu'on puisse changer de civilisation ou qu'on soit en train de changer de civilisation avant la sortie de ChatGPT? Oui, parce que le livre, je l'ai terminé avant la sortie de ChatGPT. Le manuscrit a été envoyé en septembre 2022. Ok. Et donc, en gros, j'avais terminé le gros en avril 2022. En revanche, ça ne changeait rien parce que l'intelligence artificielle existait déjà. ChatGPT existait déjà, mais sans que ça soit répandu comme ça. Donc, c'était tout à fait les analyses. En fait, moi, j'ai de la chance, ça m'a donné raison. Ouais. Donc, en tout cas, ça va dans votre sens. Ça va dans le sens. Et donc, ça. En revanche, quand j'ai commencé à écrire le livre, je ne savais pas que je voulais parler de l'intelligence artificielle. J'étais plutôt dans l'analyse de notre société aujourd'hui, de ce tiraillement de la liberté. Est-ce qu'on est déterminé? Est-ce qu'on n'est pas déterminé? Est-ce que la démocratie peut accepter cette vague déterministe? Parce qu'on voit bien, moi, c'est tout simplement, c'est parti du traitement hormonal, c'est ce qui m'intéressait. Est-ce que ça influe ou pas sur notre personnalité? Est-ce que les hormones changent quelque chose? Et de me dire, ça, c'est du déterminisme. Et est-ce que la démocratie est à l'aise avec cette question-là? Et on voit que beaucoup de débats sociaux portent là-dessus. Et finalement, naturellement, je me suis aperçu que la technologie et l'intelligence artificielle et les algorithmes reposaient sur une vision déterministe de l'homme. Et qu'on avait tout intérêt à se délester et à être accompagné et bardé de ces éléments pour gagner en liberté. Et un paradoxe qui est peut-être celui qui parlera à tout le monde, c'est le réseau social, Facebook. On prend ça, c'est l'outil par excellence de la liberté d'expression. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'augmenter notre liberté dans la démocratie. C'est un outil éminemment démocratique. Donc, très bien. Le printemps arabe, c'est en grande partie ces réseaux-là. Et puis, quand on s'y inscrit, il faut cocher une case. La case qui dit « J'accepte que mes données soient transmises ». Et pourquoi? Parce que tout le business économique de ces plateformes repose sur la prédiction de nos comportements. Or, si on est prédictible, c'est bien qu'on est en partie déterminé.
qu'on peut plus facilement nous manipuler, donc il y a une influence possible. Si on était complètement libre, il n'y en aurait aucune efficacité de ces données prédictives. Et donc là, il y a tout un paradoxe. On accepte d'être pris dans une vision du monde de la formalisation logique de l'homme qui devient prédictible, alors qu'on vante une liberté d'expression, un libre arbitre. Et donc là, il y a un vrai nœud, un paradoxe à démêler. Donc, l'idée de cette transition civilisationnelle, ce serait qu'on accepterait finalement cette vision de l'homme que les réseaux sociaux nous renvoient, c'est-à-dire quand nous sommes prédictibles, pour se décharger de la pression d'être totalement autonome. Le fardeau de la liberté. Du fardeau de la liberté. Alors, oui, mais on n'en est pas conscient. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un, vous êtes déterminé, il dit, ah non, j'ai mon libre arbitre, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans un premier temps, et notre époque, grâce à la technologie, on a le symptôme, il y a une exacerbation du libre arbitre de chacun. L'individualité, l'expression de chaque singularité est mise en avant. Donc le libre arbitre est une valeur extrêmement centrale. Et en même temps, plus on la met en avant, plus on se rend compte qu'elle dépend d'un écosystème technologique qui à terme va l'infirmer. Donc en fait, c'est un peu comme si on craquait l'allumette, là il y a un feu, le feu de paille, on se sent extrêmement libre, jamais l'individu n'a été autant émancipé, et pourtant il vit ses derniers instants. Et ça, c'est là le paradoxe. Donc on n'en est pas conscient aujourd'hui, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'on est en train de tisser toute la toile qui va infirmer ça plus tard. Donc on n'est évidemment pas prêt intellectuellement de se le dire, mais voilà, c'est présent. Et pour s'en rendre compte, c'est effectivement cette question de la technologie, et c'est un phénomène en deux temps. De se dire, est-ce que la technologie va venir au secours de l'individu dans sa quête de trouver sa résolution un peu de la chrysalide. Finalement, on veut toujours être plus libre, on a des fardeaux, on a un problème, comment faire société, comment s'émanciper, comment s'assumer. Et bien, est-ce que la technologie ne peut pas venir un peu en renfort dans tout ça ? Et bien, on voit que oui, elle est un élément qui va nous lancer dans notre déploiement de l'individualité, de notre volonté d'accomplir nos désirs et de repousser toujours les frontières du réel en transformant la variable du hasard en choix. Alors, si on prend le premier grand thème de notre liberté, c'est s'émanciper, on voit la force que la technologie aujourd'hui pour s'émanciper. Les réseaux sociaux permettent une émancipation. On peut fréquenter d'autres personnes, avoir de nouvelles sphères, etc. Mais aussi biologiquement, et ça c'est le grand terrain nouveau, aussi bien le changement de sexe, la chirurgie esthétique. Pour les femmes, la congélation des ovocytes, c'est quand même un élément plus fort qui permet de gagner vis-à-vis de la biologie. Le suicide assisté, qui est une question qui se pose, c'est le choix de sa mort, mais également la question de l'eugénisme, qui est pour moi un élément central, qui est celui de la sélection des embryons, parce qu'on voit aujourd'hui que la procréation est de plus en plus tard. Si elle est de plus en plus tard, c'est pour des raisons évidemment sociales, mais aussi parce qu'on peut peut-être avoir un choix de plus en plus fort. Donc on est de plus en plus voué à terme à avoir une procréation séparée de la sexualité. Et là-dessus, il y a une question de choisir les embryons. Alors aujourd'hui, ça existe sur la trisomie ou sur des maladies extrêmement handicapantes. On peut ne pas choisir parmi les 5 embryons celui qui a cette pathologie. Et là où ça devient intéressant, c'est que grâce à des systèmes prédictifs, on s'aperçoit qu'il y a des traits qu'on peut prédire. Alors, il y a la couleur des yeux, le sexe. Aux États-Unis, c'est déjà quelque chose qui peut se faire. Mais il y a un autre point, on ne va pas approfondir trop longtemps, mais qui sont des questions de tempérament, de personnalité. Alors là, c'est vertigineux. Il n'y a pas un gène, par exemple, de la capacité verbale. En revanche, on s'est aperçu, grâce à des études sur des vrais jumeaux, on en prend des dizaines de milliers, séparés à la naissance pour des raisons de la vie. Donc c'est pas des scientifiques qui sont bien qu'on peut être là. En revanche, on voit qu'il y en a qui se retrouvent dans une famille aisée, l'autre dans une famille très pauvre, pas avec les mêmes accès à l'éducation, etc. Mais on voit que sur 40 ans, alors, physiquement, il y a des traits qui se ressemblent, l'obésité ou l'IMC, l'analyse de masse corporelle, mais aussi des types d'addiction, mais aussi des types de métiers, des types de centres d'intérêt, des types de compétences. Et là, on se dit, il y a peut-être une part génétique, puisqu'ils ont le même patrimoine génétique. Et pour s'en rendre compte, on prend le patrimoine génétique et on regarde l'ensemble des variants génétiques. On appelle ça les scores polygéniques, qui permettent de voir finalement, il n'y a pas un gène de l'intelligence, mais on voit que chez ceux qui ont cette intelligence, il y a 1000 variants qui sont là. Et on va prendre dans un embryon celui qui en a 200, on va dire lui, il a une probabilité plutôt faible. Celui qui en a 800 aura une probabilité plus forte. Et empiriquement, ça fonctionne, mais pas à 100% évidemment, entre 20 et 60% selon les
des caractéristiques voulues, mais c'est gigantesque. Même 5%, si c'est 5% génétiquement déterminé d'un type de tempérament, vous voyez la puissance que ça a, parce que l'environnement, c'est des milliards de causes. Donc si on se dit, vous pouvez payer une école très chère d'élite à votre enfant, mais si vous donnez aussi un patrimoine génétique un peu plus, qui a de meilleures probabilités, quand bien même ça serait 0,001, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Et donc on aura tendance à avoir cette variable du choix dans la génétique. Et si ça vous intéresse, il y a un livre moi qui m'a inspiré pour me rendre compte de tout ça, c'est Robert Plomin, qui est un généticien et psychologue et qui a sorti un livre il y a quelques années sur sa étude sur les vrais jumeaux, parce que c'est une vraie question, les jumeaux n'ont pas même patrimoine génétique. Donc ça, c'est un peu la variable biologique que la technologie nous permet de gagner contre le réel. Et puis pour s'assumer, eh bien, c'est toutes les questions évidemment des anxiolytiques, des antidépresseurs. Donc ça, c'est la question un peu du transhumanisme, vous savez. Mais alors en transhumanisme, je vais y revenir, mais il y a le côté farfelu, conquête de Mars, etc. Mais de façon simple, on peut simplement dire que c'est l'intervention de la science et de la technologie dans la nature humaine. Et à ce moment-là, on voit que on peut contrôler nos humeurs. Bon, et bien si ça fonctionne sur le tempérament, qu'on est déprimé, on l'est moins, c'est bien qu'il y ait une part quand même de circuit et de causalité. Bon, mais il y a aussi toutes les intelligences artificielles. Vous voyez, la ChatGPT, la productivité qu'on gagne, ça permet d'avoir des assistants numériques, mais qui nous permettent d'être plus productifs dans un monde qui demande toujours plus d'autoresponsabilisation, de productivité de soi. Et donc, le fait de gérer plus de pans de son existence avec des outils technologiques. Et à terme, on n'y est pas, mais d'un plan neuronal, c'est un peu l'idée aussi, c'est de fusionner avec l'intelligence artificielle pour être encore plus performant. On n'y est pas là, mais l'idée étant toujours d'exercer une liberté et un libre arbitre supposé toujours plus fort. Libre arbitre qui fonctionne en se greffant à de la technologie, donc là on retrouve le paradoxe, parce que sinon ça ne marcherait pas. Et puis le dernier point de cette promesse qu'apporte la technologie pour notre logique libérale, c'est celle de faire société. Et là, eh bien, le point, c'est évidemment d'avoir des mondes sur mesure, de pouvoir optimiser la rencontre entre l'offre et la demande, parce que c'est finalement ça le but d'une société libérale. J'ai un désir qui mènerait mon libre arbitre, etc., mais je cherche mon offre. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas réduire le temps, court-circuiter tout le passage par le monde commun, ce monde commun, c'est un monde qu'on ne choisit pas. Et c'est un monde qui est aujourd'hui sur lequel bute l'individu, puisque c'est la place publique. Dans la place publique, on voit des gens qu'on n'aime pas, des gens avec qui on n'aime pas composer, et qui viennent contredire nos besoins profonds, notre moi authentique. Et c'est dans cet espace qu'on est obligé d'avoir des conventions. Donc si on peut passer ces conventions et se retrouver dans des bulles, eh bien c'est beaucoup plus commode. Donc évidemment, là, je parle évidemment de toutes les applications qui permettent d'avoir tout de suite, les livraisons à domicile, c'est tout un pan, mais tout ce qui permet d'éviter le passage par l'agora ou par le lieu public. Donc la dématérialisation du service public, il n'y a plus de contact avec l'administration. Pour les courses, c'est pareil, mais aussi pour l'amour, le marché de l'amour. Et c'est peut-être ce qui nous permettra peut-être de faire la transition, c'est que on a une pulsion, c'est basique, on cherche sa réalisation, demande, offre, on passe par une application, on fait le casting, et ensuite on se retrouve dans un lieu qui peut tout de suite être un lieu privé. Si on prend des sociétés traditionnelles, pour cette pulsion, on est obligé de passer par le lieu public. Alors si on est un peu bucolique, c'est la fête de village, mais qui avait une fonction pour les jeunes, c'est de se rencontrer quand même. Et pour se rencontrer, on passe par toutes les conventions sociales qui font qu'il y a société. Donc ça peut être la danse, le machin, rencontre avec des personnes plus âgées. Et donc le tissu social se construit dans cet intermédiaire entre la demande et l'offre sur lequel on est obligé de composer. Et donc cette idée, c'est qu'on va pouvoir avoir, grâce à des algorithmes qui nous ciblent mieux, une réalisation de notre besoin, une possibilité de vivre dans des mondes sur mesure et donc de bénéficier des avantages de la société sans en subir les inconvénients. Et l'idée du métaverse, on n'y est pas encore, mais c'est une trajectoire. Pour l'instant, c'est des capacités, à mon sens, des capacités techniques qui nuisent à ça, mais c'est de pouvoir vivre dans un monde entièrement sur mesure où on peut filtrer la réalité. Et on voit aujourd'hui qu'on peut tout à fait vivre dans les milieux. Alors là, je parle toujours d'une perspective plutôt urbaine, puisque c'est un peu ces tendances-là qui créent le monde de demain. Mais la volonté, c'est on peut tout à fait télétravailler, se faire livrer, voir des gens seulement qu'on souhaite, en dématérialisé, mais aujourd'hui c'est désagréable, mais en tout cas on peut être filtré. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes politiques aujourd'hui. On dit oui, il y a un clivage des identités, mais un clivage pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup moins confronté aux autres. Pourquoi ? Parce qu'on en a moins besoin, c'est moins vital, parce que la technologie permet de contourner ça. Nous, l'intérêt de penser, c'est chouette d'ailleurs, de contourner cette trajectoire, ce qui montre que la technologie peut être utilisée à des fins pour corriger ça. C'est aller à rebours. Voilà, et donc ça c'est
la promesse, vous voyez. Et on peut se dire, derrière ça, le transhumanisme, en soi, qui serait l'idéologie de la Silicon Valley de poursuivre, augmenter la puissance individuelle de chacun, alors avec un bardage technologique s'il faut, finalement, et c'est poursuivre la promesse néolibérale, une individualité qui souhaite gagner en puissance contre le réel, contre des formes d'oppression, et donc gagner en libre arbitre. Et ça, c'est souvent les analyses s'arrêtent là. Quand on parle du transhumanisme, c'est de dire c'est l'accomplissement ultime du libéralisme. Et ce que je montre, c'est que, en fait, non, parce que tout le présupposé, c'est une vision déterministe de l'homme. Et là, il y a le changement. Et là, on passerait à vers quelle civilisation allons-nous en fait? Parce que ce que vous venez de décrire, c'est ce qui explique qu'on n'ait pas l'impression de changer de civilisation aujourd'hui. C'est qu'en fait, on reste dans le champ théorique de la civilisation des Lumières, c'est-à-dire des individus qui sont de plus en plus libres, de plus en plus à même de faire leurs choix, de voter, d'exprimer leur être profond. Et le paradoxe, c'est ce que vous allez nous expliquer, mais c'est que la civilisation vers laquelle nous allons en poursuivant dans cette direction est une rupture totale avec la civilisation précédente basée sur le libre arbitre et le citoyen désiré, le citoyen affranchi de toutes ces oppressions. Oui, absolument. Et cela a deux volets, je l'ai dit tout de suite pour qu'on s'en souvienne. Un volet individuel et un volet politique, de se demander tout simplement si avec cette nouvelle civilisation, la démocratie peut encore exister. Et ce que je vais montrer, en tout cas c'est une théorie, que oui, et au contraire, c'est l'accomplissement ultime peut-être de la démocratie va passer par ce changement de paradigme. Et c'est un paradoxe, parce qu'on pourrait se dire c'est la fin de la démocratie, mais non, en fait, c'est peut-être la réalisation finale. Et donc, quelle civilisation? Alors, une civilisation qu'on pourrait dire déterministe, ou un déterminisme en tout cas probabiliste, mais l'idée que tout est matière, peut être pris en charge par une connaissance, le monde de la connaissance, et l'être humain finalement n'est que matière. Et donc l'idée d'une âme ou d'une faculté qu'on aurait par notre volonté de se déterminer indépendamment des chaînes de la causalité qui sont dans le monde matériel, eh bien cette idée de l'âme volerait en éclats, qui était une idée finalement qui était inscrite encore dans la philosophie des Lumières, même s'il était de sortir des tutelles religieuses, on avait quand même une idée que l'homme était hors du champ de la nature. Et on voit aujourd'hui par la science que cette idée-là vole en éclats. Et d'ailleurs, c'est aussi bien en neurosciences, mais dans tout le discours qu'on a antispéciste, c'est aussi cette même idée parce que c'est un discours nourri par la science également. Et on se rend compte que l'être humain n'est peut-être pas aussi exceptionnel et en tout cas n'a pas une faculté. Il peut être très complexe, avoir un cerveau qui fait émerger des choses magnifiques, mais tout ça est matériel. Et c'est là où c'est intéressant. Alors, je vais le développer. Et c'est la question du libre arbitre. Alors, il y a une vision cartésienne de Descartes du libre arbitre qui est de pouvoir faire complètement ce qu'on veut, d'être un choix gratuit. Bon, ça, on va plutôt l'écarter. L'idée est plutôt de se dire, je peux choisir quand je me détermine, quand je suis conscient. On va amalgamer ça à la conscience. Je suis conscient que je veux prendre un verre d'eau. Bon. Cet élément, est-ce que ça vient d'une chaîne de causalité qui me précède ou est-ce que c'est vraiment ma volonté qui a initié dans le monde une chaîne de causalité? Alors pour le verre d'eau, c'est simple, on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses biologiques qui rentrent en ligne de compte, donc si on a soif, c'est quand même notre complexion qui fait ça. Mais il y a des choses peut-être beaucoup plus diffuses, ah voilà, j'ai donné envie de voir. Mais ensuite, pour des désirs, est-ce que mes désirs sont le fruit de ma volonté quand je décide d'entreprendre quelque chose ou quand je tombe amoureux, quand je suis attiré, voilà. Et finalement, dans notre vie, qu'est-ce qui aurait une origine extra-matérielle? Bon, eh bien, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a les avancées de la science qui viennent battre ça en brèche. Je peux donner quelques exemples, mais qui sont pour moi assez parlants. C'est depuis les années 70-80, on s'est beaucoup intéressé à cette question-là. Par exemple, l'expérience de Libet en 1983. On me met sous électrode et on me dit, pour vous, donc Théodore, vous allez prendre un verre, levez le bras droit ou le bras gauche à votre convenance. C'est le libre arbitre, ça, quand vous voulez. Vous prenez votre décision. Vous le faites, et en fait, on se rend compte que au moment où vous prenez la décision consciente de le faire, il y a une activité électrique qui se met en route, et tout le corps se prépare, et au moment où vous décidez, on est au pic de l'activité électrique, qui est le moment de la décision. Et donc, en fait,
la conscience n'est que la conséquence. Comme un spectateur, vous voyez, vous regardez un film, c'est comme si on voit un film, on s'identifie au héros et on se dit ah non, je vais éviter l'obstacle, mais en fait non, c'est prévu. Voilà. Et donc la conscience redouble quelque chose qui est déjà voulu. Et aujourd'hui, sur des expériences un peu plus précises, jusqu'à 10 secondes avant, on peut prédire en conditions expérimentales le choix qui va être celui de la personne expérimentée. Et donc là, ça pose des questions assez vertigineuses. Il y a d'autres expériences moi, qui me parlent beaucoup. C'est une qui est un cas, c'est pas une expérience, mais au 19e siècle, il y avait quelqu'un qui travaillait dans les chemins de fer qui devait dynamiter des voies aux États-Unis pour que le chemin de fer se fasse. Et il se prend une barre en métal qui lui traverse par la joue, qui remonte par le crâne, qui traverse tout. Donc en fait, le cortex préfrontal est éclaté. Bon, finalement, il survit miraculeusement. Au bout de quelques semaines, il repart, etc. Mais sa personnalité a complètement changé. Et donc là, plus personne ne le reconnaît. Lui qui était sociable, qui avait entreprenant et tout, il devenait irascible et plus fiable, plus digne de confiance. Mais tout en se disant, moi, je suis moi-même, je reste moi-même. Et donc, c'est un peu vertigineux, c'est de se dire, est-ce que notre conscience et notre tempérament est déterminé par des circuits, puisque finalement, c'est ça qui détermine nos désirs. Et deux éléments encore, mais après, j'avance. Une autre expérience qui est celle de personnes qui ont une vision qui est aveugle, d'un côté. Donc, on va dire le champ gauche. Et donc, ils ne voient rien, ça n'arrive pas à la conscience. Et pourtant, on leur montre une maison, et sur la partie gauche de la maison, c'est en flammes. Et ça, ils ne le voient pas. Donc, pour eux, la maison est normale. On leur montre ensuite une image pareille d'une maison complètement normale. Ils ne voient aucune différence entre les deux maisons. Et ensuite, on leur dit, mais dans quelle maison vous aimeriez vivre ? Systématiquement, ils indiquent la maison qui n'est pas en flammes, alors qu'ils ne la voient pas. Donc, le corps le voit, ça n'arrive pas à la conscience, mais ça n'empêche pas le corps de décider. Ensuite, si on leur envoie un ballon ou un geste à éviter, les personnes l'évitent sans savoir pourquoi. Il y a le réflexe. Donc voilà, le corps décide. Et donc, ces éléments-là, finalement, tendent à montrer que la part de déterminisme dans ce qu'on est, dans nos décisions, dans nos choix, eh bien, est peut-être beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Et alors, du libre arbitre, qui en anglais serait free will, le vouloir libre, et finalement, qui est peut-être beaucoup plus éloquent, c'est-à-dire quand on veut, est-ce que c'est librement ou est-ce que c'est en raison de notre cause ? Eh bien, finalement, il est déterminé par notre ordinateur, hein, c'est une analogie, mais par des chaînes de neurones, toutes qui obéissent entièrement aux lois de la matière. Et peut-être que notre force, c'est peut-être pas tant d'être à l'origine de nos désirs que de pouvoir les inhiber. Et c'est ce qu'on appelle le free want, ne pas vouloir librement, c'est le système inhibiteur dans le cerveau. Et les personnes qui ont la maladie de Gilles de la Tourette, vous savez, ceux qui ont alors, à la fois des tics, mais qui donnent des insultes, eh bien, un élément qui est fort pour eux, c'est que ce système inhibiteur est bloqué. Et donc, ils ne peuvent pas inhiber un désir. Voilà. Après, le fait d'inhiber, ça fait partie de nos compétences. Donc, ce n'est pas quelque chose mystérieusement. Si on souhaite inhiber, c'est le cerveau qui le décide. Mais nous, on en est conscient ensuite. Donc ça, c'est théoriquement, et à la limite, on peut se dire, ça reste un débat métaphysique. Pour l'instant, la science va dans le sens du déterminisme. Des expériences tentent à montrer, mais il reste évidemment des zones où on se dit comment c'est possible, etc. Mais la matière gagne du terrain. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que la matière gagne du terrain. Et finalement, on peut se dire, bon, tout ça est l'avancée de la science. Mais ce qu'il y a, c'est que le modèle même sur lequel se base le transhumanisme et se base l'intelligence artificielle, autant d'éléments qui montrent leurs preuves, c'est sur cette vision de l'être humain qui est une vision qu'on appelle cybernétique, alors qui vient de kubernetike en grec, qui est piloté, gouverné, c'est-à-dire que qu'on soit un homme, un animal ou une machine, on est des entités, des systèmes qui ont un objectif. Et pour arriver à cet objectif, il faut traiter l'information et s'adapter au fur et à mesure. Comment on fait ça ? Par des systèmes extrêmement matériels, donc il n'y a pas besoin de l'âme pour tout ça, qui traitent l'information par des portes logiques qui permettent d'arriver au résultat. Et donc finalement, que ça soit un thermostat qui s'autorégule, ou un être humain, ou un missile antiaérien, c'est la même chose. Donc c'est une vision complètement logique de tout ce qui existe, et il n'y a pas besoin de faire appel à une entité extra-naturelle pour justifier nos actions. Et donc ça, c'est un cadre théorique, mais qui est le cadre théorique des neurosciences, le cadre théorique sur lequel fonctionnent aussi ceux qui conçoivent les applications pour nous rendre addicts, la psychologie comportementale, mais également le cadre théorique de ceux qui ont construit les intelligences artificielles pour essayer de dupliquer, alors ne pas dupliquer le cerveau humain tel qu'il fonctionne, ça on voit que ça ne marche pas, mais obtenir le même résultat. Et de se dire finalement, si on obtient le même résultat, ça veut dire que ce qu'on arrive à faire par notre intelligence, eh bien, ce n'est pas le fruit de notre âme, c'est le fruit de processus complexes qu'on peut trouver autrement, mais ça reste logique. Et c'est ça qui est intéressant de se dire, c'est qu'on n'a pas besoin de faire appel
a des capacités extra-naturelles pour gagner aux échecs, pour apprendre une langue, etc. Donc tout ça, ce sont des processus logiques. Et plus on avance, ce qui est intéressant, c'est que la cybernétique est apparue dans les années 40-50. Beaucoup de théoriciens qui étaient en même temps philosophes, qui avaient une vision assez large, ont déjà pensé tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ben disaient, finalement, il suffit qu'on dise telle chose ne sera jamais faisable parce que c'est là le génie humain, le mystère de l'être humain. Et le mystère, c'est ça très intéressant, puisque aujourd'hui, c'est une notion, on a envie du mystère, et pourtant, c'est pas mal cassé petit à petit. Eh bien, ce mystère, il suffit qu'on dise ça pour que 10 ans après, une machine puisse le faire. Et donc, si une machine le fait, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mystère pour le faire. Et donc, ça, voilà, on tronçonne. Et donc, la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que l'être humain n'est que machine ou quoi que ce soit, c'est de se dire, il faut se battre si on veut sauver la spécificité humaine sur les aspects qui ne peuvent pas être avalés par la matière, qui ne peuvent pas être avalés par la causalité, par des lois machiniques. Et donc, c'est à nous de les trouver. Une qui est intéressante, c'est poser des valeurs. Le bien, le mal, ça, c'est des choses qu'une machine ne peut pas faire. Mais peut-être essayer de chercher ça, plutôt que de défendre, non, une machine ne pourra jamais traduire une langue parce que c'est le génie de l'être humain de saisir la subtilité d'une langue. On voit les progrès que ça fait. Dans 10 ans, je suis sûr qu'on sera à un niveau de subtilité énorme. Donc, faut aller sur les bons terrains. Bon, ça, c'est à la limite, c'est le côté scientifique, et c'est un débat qui reste ouvert parce que la science avance, et donc c'est jusqu'à preuve du contraire. C'est l'équivalent du libre arbitre pour les Lumières, en fait. Voilà. C'est le fondement théorique de la prochaine civilisation. Ce serait toute cette approche déterministe de l'être humain. Sur lequel fonctionne la science, et on voit que eh bien la connaissance humaine et l'hybridation de l'homme avec la technologie n'est possible que parce qu'on est justement en matière, par exemple. Et donc, si la prochaine civilisation s'appuie vraiment sur ce postulat, comme la précédente s'appuyait sur le libre arbitre, celle-ci s'appuierait sur le déterminisme. À quoi elle va ressembler? Alors déjà, elle va ressembler à un changement de valeur, puisque la valeur fondamentale aujourd'hui, c'est la liberté. Mm-hmm. Ça va être, à mon sens, un changement de... Alors, dans un monde idéal, parce qu'il y a toujours les dictatures, des choses comme ça. Mais si on poursuit la logique, on va mettre ça dans une boîte de pétri, on est des entomologistes, et on laisse la dynamique se poursuivre, la liberté se substitue au bien-être. Un peu comme dans le bien-être se substitue à la liberté. Pardon, le bien-être se substitue à la liberté, absolument. Un peu comme dans le meilleur des mondes. Pourquoi? Parce que si on prend un peu de hauteur sur le libre arbitre, là, je suis obligé de revenir un peu antérieurement dans la grande trajectoire des civilisations, dans les sociétés traditionnelles qu'on appelle hétéronomes, donc celles qui étaient celles judéo-chrétiennes, où nos comportements sont issus de la tradition, de la religion. Donc nos comportements sont déterminés du dehors. Et puis, on s'aperçoit que y a quand même pas mal de malheurs. Les gens sont pas forcément très heureux. Dans les masses, on accepte, il y a la culpabilité, etc. Et ensuite, il y a les guerres de religion. Et puis, on finit par se dire, mais finalement, peut-être que l'État n'est pas le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour les gens. Et peut-être, finalement, c'est à eux de se déterminer et à savoir, en fonction de leur propre autonomie, ce qui est bon pour eux. Et à savoir, je n'ai pas les mêmes envies que vous, donc on ne va pas m'imposer collectivement la même chose. Et c'est là on arrive au libéralisme. Le libéralisme, c'est quoi? C'est de se dire, eh bien, les gens, pour être heureux, pour trouver leur bien-être, c'est à eux de savoir, puisqu'ils sont le mieux placés pour y accéder. Et on laisse à chacun la boussole intérieure, qui est le libre arbitre, de se dire, moi, voilà, j'apprends. Grâce à l'éducation, on va donner le maximum de moyens pour que les gens soient autonomes pour leur quête du bonheur. Alors, bonheur, au-dessus du bien-être, du plaisir, il y a une gradation, mais globalement, tout le monde recherche ce qui est bon pour soi. Après, on peut se tromper parce qu'on se connaît mal, on fait des erreurs. Et c'est là où on va peut-être ensuite parler de la question de l'aide de l'IA pour nous déterminer, parce qu'on se rend compte qu'on est plus libre, on n'est pas forcément plus heureux parce qu'on peut se tromper. Et donc l'idée, c'est de se dire, le libre arbitre, finalement, c'est un intermédiaire. C'est pas une fin en soi. C'est un intermédiaire pour arriver vers le bonheur ou vers le bien-être, s'accomplir. Et aujourd'hui, c'est le meilleur moyen qu'on avait pour le faire, mais si on trouve des moyens plus efficaces, et si on dit, vous êtes trompé dans votre vie, alors divorce, vous êtes malheureux, mauvais boulot, etc. Vous aviez le choix, vous vous êtes planté, mais on n'est peut-être pas les mieux placés pour savoir ce qu'on veut. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est peut-être pas les mieux placés dans le monde qui est aujourd'hui d'autant plus difficile, avec un manque de repères, mais beaucoup de complexité, beaucoup d'options. Comme un grand supermarché. Voilà, un grand supermarché de l'autodétermination, mais aussi un potentiel de manipulation, quand bien même on ne croit pas au libre arbitre, essayer de se faire son propre jugement est encore plus dur aujourd'hui. Donc toutes ces raisons font qu'on n'a peut-être plus intérêt
pour notre bonheur, pour notre développement ou notre accomplissement, l'optimisation de soi, de se fier à soi-même. Parce qu'on va se dire, finalement, je peux avoir des intelligences artificielles, des algorithmes qui, eux, m'observent en permanence, à condition qu'on le veuille bien, qui corrèlent ça entre mes déplacements, mes amis, mes mails, mon parcours scolaire, ma génétique, mes réactions biologiques instantanées, etc. Et bien, on peut quand même avoir des informations extrêmement précises qui peuvent conseiller. Donc, à la fois nous assister et nous conseiller. Et là, on va se dire, l'IA que j'aime recommande ce soir de plutôt aller dans tel endroit plutôt que tel autre, de faire tel choix de rencontre. Par exemple, aujourd'hui, on utilise des applications de rencontre. On s'en remet déjà des algorithmes sous-optimaux. Mais en tout cas, quand bien même après la magie de la rencontre, etc., c'est déjà un premier filtre. Et donc, on va se dire, mais si je refuse ça, je prends un risque quand même parce que, objectivement, j'ai quand même plus de probabilités. Et par confort, on va se dire, l'optimisation de mon individualité sera davantage obtenue, non pas par ma décision individuelle, mais en m'en remettant à des outils qui vont me conseiller. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, la boussole du libre arbitre devient inutile, ou en tout cas sous-optimale, obsolète dans le monde qui est le nôtre pour plein de raisons, manque de repères, complexité, etc. Et on va s'en remettre à un GPS. Au même titre qu'il y a le GPS pour le sens de l'orientation, eh bien le GPS qui va guider le voyage de nos vies sera l'IA, mais une IA qui est personnalisée. C'est le chat GPT, mais greffé à nous-mêmes. Une excroissance, un alter ego rationnel, bienveillant, qui va avoir pour mission de nous poser des questions, de nous aider, etc. Et à ce moment-là, se pose une question, on va optimiser notre nature. Alors évidemment, des potentialités, des talents, alors oui, tel instrument de musique ou tel boulot, etc. Mais est-ce qu'on va pour autant gagner en individualité derrière tout ça? Parce que la liberté, le libre arbitre, c'est aussi l'erreur. C'est se tromper. L'analogie simple, c'est on fait un voyage, on part au Vietnam en avion, instantanément, on revient, c'était super, on a vu des belles choses, on était bien, mais est-ce qu'on a grandi nous-mêmes? Alors que si on fait un voyage, on part à 200 km en sac à dos, eh bien c'est toutes les étapes intermédiaires qui sont faites d'inconfort, d'erreurs, de prise de décision à chaque fois qui forgent, si on est très matérialiste, des circuits de gestion d'émotions, de prise de décision, de se repérer dans l'espace, qui crée une autonomie supérieure de gérer en fait sa propre individualité. Et ça, c'est une question évidemment qui se pose. Je n'ai pas la réponse, mais ce que je constate, et c'est pour ça que j'extrapole ce fil, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà là-dedans. On voit que les algorithmes de recommandation, des algorithmes qui visent à nous coacher, commencent à apparaître. Les coachs en général prolifèrent dans notre société puisqu'ils viennent pallier à des manques de gestion de sa liberté, mais est-ce qu'ils peuvent être autonomisés? Et on voit que ces algorithmes fonctionnent, en tout cas ceux de recommandation de choses à voir, de spectacles, de personnes à rencontrer. On peut faire des super rencontres grâce à ça ou avoir une formidable ouverture d'esprit quand l'algorithme nous emmène dans des sujets qui nous épanouissent. Et donc toute la question, et c'est là où ça va être intéressant, c'est de se dire, derrière tout ça, il y a un présupposé, c'est que notre nature n'est que matérielle, et donc pour y accéder, pour nous connaître bien, il suffit d'avoir accès à ces données et avoir une capacité de calcul suffisante. Donc toute la question de notre aide à l'épanouissement va passer par simplement des données et leur traitement. Et donc c'est une vision du monde, évidemment déterministe et matérialiste, qui rappelle un philosophe, et ça je tiens à le dire parce qu'il est utilisé un peu partout, et c'est un très beau philosophe, mais en même temps qui est peut-être le mieux armé pour comprendre ce qui se passe, c'est Spinoza. Alors Spinoza qui est pris un peu par partout, parce que c'est le philosophe de la joie, du bonheur, et de la joie totale, de l'épanouissement de sa propre nature. Et l'idée, c'est de se dire qu'il ne faut pas chercher à être la personne qu'on n'est pas fait pour être. Finalement, on a un déterminisme en nous-mêmes, et il faut trouver notre nature. Et quand on la trouve, quand on donne cours à notre propre déterminisme, on est complètement dans le bien-être, dans la joie. Lui, ça va beaucoup plus loin, la joie, donc c'est l'accomplissement de notre nature. Et bien Spinoza est donc pris par toute la sphère du développement personnel. Donc les bouddhistes diront, mais Spinoza, c'est exactement ce qu'on dit, c'est le déterminisme, etc. Mais derrière ça, Spinoza dit quelque chose qui est entièrement compatible avec ce nouveau logiciel cybernétique dont je parlais tout à l'heure. Il dit, mon objectif, c'est que les gens soient heureux, soient dans la joie. Et pour ça, il faut comprendre que la liberté, le libre arbitre n'existe pas. La liberté, c'est tout simplement suivre notre propre nécessité. On ne choisit pas ses désirs qui émanent de nous, il faut les accompagner, mais bien les identifier. Parce que si on se trompe de désir, là, on peut être dans l'illusion, on se trompe et tout. Et pour ça, il dit, il faut prendre les hommes, non pas tels qu'ils se racontent, non pas dans les grands récits. Alors, on peut faire des très belles théories sur l'être humain. L'être humain, c'est le mystère, c'est la liberté et tout. Il dit, si on pense comme ça,
on peut faire de grosses erreurs. Donc, il ne faut pas prendre les récits, il faut prendre les hommes tels qu'ils sont. Et pour ça, il faut les prendre objectivement. Et là, ce qu'il dit, c'est avec un regard, finalement, qui est un regard de ce nouveau langage qui m'intéresse. Il faut le prendre logiquement, le formaliser. Et il dit pour ça, je vais prendre les appétits et les actions humains comme s'il s'agissait de lignes, de plans et de volumes ou quelque chose comme ça. C'est dans l'éthique qu'il dit ça. En gros, d'éléments géométriques, d'éléments qui sont des data. Et c'est là où c'est très intéressant. Il faut des données. Il ne va pas prendre des choses abstraites, des récits, il prend des données. Et à partir de là, il va construire tout un système qui est une mécanique des passions. Donc une mécanique, vous voyez, c'est de la technique, c'est de la logique. Et pour optimiser l'accès à soi-même et pour donner libre cours à son propre déterminisme. Et donc ce que va faire l'IA, là je parle des prochaines générations, mais qui me semblent toutes trouvées, et il y a des startups aux États-Unis qui sont dédiées à des applications de rencontres où l'idée, c'est une IA qui va nous poser des questions, un chat GPT pendant 15 jours pour avoir accès à toutes nos données. Et là, ça va optimiser la rencontre. Moi, j'ai pas mal d'imagination, donc je me projette très facilement dans ce monde-là. Je trouve ça, hormis catastrophe nucléaire et écologique, probable qu'on aille dans cette direction. D'abord parce que je vois beaucoup de passionnés d'intelligence artificielle qui disent qu'on a vu que le début des progrès. Alors, on verra qui se trompe ou pas, mais si on imagine une puissance de calcul décuplée et une quantité de données décuplée, on peut imaginer des modèles surpuissants. Et alors, ces modèles surpuissants, pour nous conseiller, pourraient retrouver des gens qui nous ressemblent, analyser tous leurs choix de vie, puis nous éviter les mêmes erreurs. Et du coup, j'ai l'impression qu'on va arriver dans un monde où les gens vont se ressembler beaucoup plus. Parce que ce qui fait de nous ce qu'on est, c'est souvent les erreurs qu'on a commises. En fait, et comme on n'a pas l'occasion de revivre, de revenir en arrière, on porte ces erreurs un peu comme des fardeaux. Et là, j'ai l'impression, dans le meilleur des mondes, tout le monde se ressemble. Ils sont tous heureux, mais ils se ressemblent tous. Ceux qui sont de la même espèce, parce qu'il y a deux, trois phénotypes. Et j'ai l'impression qu'on va vers ça. C'est-à-dire qu'on va tous être heureux en couple. On va tous savoir s'épanouir dans le carré, mais du coup, on va beaucoup se ressembler. Je veux dire, les gens heureux se ressemblent énormément. Ouais, et c'est Hegel, je crois, qui disait les périodes de bonheur sont les pages blanches de l'histoire. Ouais. C'est-à-dire qu'on se ressemble, mais il manque peut-être quelque chose, et c'est l'instabilité de la liberté qui fait l'erreur, fait le hasard, et ce qui fait qu'aussi on est différent. Et donc c'est de là que vient, ce que vous souvenez, un phénomène de désindividualisation, parce qu'on finalement s'en remet à quelque chose d'autre, donc une nouvelle hétéronomie comme dans les systèmes traditionnels, donc qui organise collectivement une société, mais en étant sur mesure, quand même adapté à chacun. Mais moi, je me souviens parce que j'avais entendu l'hypothèse déterministe il y a très longtemps, en philo, et moi, je vivais dans l'hypothèse totalement opposée. L'hypothèse existentialiste, je crois que c'est... mais où je suis le héros de ma vie. Et penser c'est chouette, c'est la prolongation de cette envie de vivre la vie comme une aventure. Une intelligence artificielle qui me connaît par cœur, qui me connaît mieux qu'elle me connaît, elle m'aurait probablement pas conseillé de faire un truc hyper casse-gueule comme ça. Alors, moi, je suis pas. On peut se dire, si je me fais l'avocat de l'IA comme ça, c'est qu'on voit un profil qui aime le risque, qui a besoin d'incertitude, est bonne. Donc un profil plutôt entrepreneurial, et ça se voit même dans des tests. Oui, c'est vrai. Voir le type de profil. Et après, mais toute la question, c'est que quand on ne sait pas les choses, et c'est là où il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ça nous stimule. Et dans les systèmes prédictifs, quand les choses sont déjà connues d'avance, ça peut casser l'élan, parce que la vie, finalement, c'est quoi? C'est de tenter sa chance quand on ne sait pas. Et quand on sait déjà, par exemple, même si on dit avec le code génétique, voilà, telle probabilité d'être bon là-dedans et tout, et ben ça peut complètement briser des parts d'aléatoires qui seraient lancées. Et il peut tout à fait y avoir des IA qui laissent qui modélisent le hasard pour laisser une part et stimuler, donc gérer, manipuler intelligemment. Et c'est toute la question de la cybernétique, c'est ça, c'est de piloter, gouverner efficacement, donc les hommes, pouvoir tirer le meilleur d'eux, mais avec habileté. Voilà. S'ils connaissent. Il faut connaître les lois humaines. Et en tout cas, là ce sujet-là de l'optimisation de soi, finalement,
c'est un angle pour voir la technologie qui est dans le livre, qui est de se dire, prenons la révolution technologique très bien, mais prenons-la dans notre cadre libéral, dans les aspirations qu'ont les individus, et on voit que l'aspiration dominante, c'est la quête de soi, l'optimisation de soi, s'accomplir. Ouais. Et à partir du moment où on voit, il y a des coachs partout pour ça, à partir du moment où une IA pourra le proposer efficacement, on va s'en remettre à ça. Ouais. Et donc là, le monde qui en découle, c'est la boussole du libre arbitre devient inutile, on va directement vers le bien-être. Et là, évidemment, une question qui met un peu mal à l'aise, parce que c'est un changement de valeur. On se dit, la libre arbitre n'est plus la valeur, finalement, ce qui compte, c'est le bien-être, mais on voit que quand on donne du confort, du bien-être et tout, c'est quand même très compliqué d'y résister et de garder une force de dire non, je ne veux pas ce qui est bon pour moi, quand on le sait. Et il y avait une question qui vient de tout ça, parce que derrière cette idée d'IA qui prend les gens, il y a l'idée aussi de passer un niveau dessus et que ça passe à un stade politique. Parce qu'on va pouvoir arriver à la question de la démocratie et d'une IA en politique. Parce que gérer quelqu'un, c'est bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire harmonieusement tout ça? Et le meilleur des mondes, c'est ça. Et là, tout ça est lié à l'essence de la cybernétique, toujours j'y reviens, parce que c'est notre modèle duquel découlent les IA, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir une machine à gouverner, non pas simplement des personnes ou des machines, mais des personnes entières. Et il y a eu un article assez fondateur en 1948 d'un logicien qui s'appelait Dubarle, qui est dans Le Monde, et il dit, est-ce qu'on va vers une machine à gouverner les hommes en politique? Et il se dit finalement, le problème de la politique, c'est comme un grand jeu d'échecs. On a des objectifs et puis c'est extrêmement dur de calculer le coût. Une machine suffisamment informée ne pourrait-elle pas guider plus harmonieusement les hommes avec les valeurs qu'on lui donne et avoir un bon débat politique? Et il dit, avec la technologie du moment, il dit, c'est pas possible et tout. Il y a des obstacles, mais quels seraient les deux grands obstacles? C'est trop de complexité. Quand bien même on aurait une IA, il faudrait les données partout, ça devient très compliqué. Et une puissance de calcul. Puissance de calcul, on peut commencer à l'avoir, mais la complexité et tout, avoir les données. Mais il dit, il y a deux choses qui permettraient peut-être, quand bien même ça serait compliqué, de faciliter ça. Il dit d'abord, c'est une uniformisation des comportements qui deviennent plus simples, des aspirations plus simples. On voit avec, aujourd'hui, c'est pas pour casser du sucre sur les réseaux sociaux, mais il y a des phénomènes de conformisme qui sont très forts, donc des grandes masses, qui rendent les pensées plus simples, moins de nuances. Mais ça rend plus facilement calculable ces grandes tendances. Et donc, première, uniformisation des grands comportements. Et second, suffisante inconscience des masses qui s'en remettent délibérément aux règles du jeu. Donc, on suit ce que disent les algorithmes parce que c'est bon pour nous. Et là, on est beaucoup plus prédictible. Et cette idée-là nous amène, dans le meilleur des mondes, mais c'est un peu ça, à un retour du communisme, qui, à mes yeux, est peut-être la vraie question. C'est Peter Thiel, un des cofondateurs de PayPal, qui est beaucoup dans le ventre du Yanis. Il dit « L'IA est fondamentalement communiste ». Pourquoi? Parce que quand vous avez Google Maps, votre GPS, il vous donne la bonne trajectoire. Comment? Parce qu'il regarde tous les autres. Et ensuite, il planifie. La planification, c'est le grand principe du communisme. Il planifie et puis il sacrifie quelques personnes avec un trajet non optimal. Mais globalement, ce qui compte, c'est l'harmonie du tout. Et le communisme a échoué, en tout cas dans une analyse que je propose, parce que on centralise tout, mais les données qui viennent sont quand même assez limitées. Faut prendre où on est l'agriculture, etc. Dur d'avoir les données en temps réel. Et puis des cerveaux, quelques personnes qui doivent penser tout ça, c'est très dur. Si on peut avoir beaucoup de données et une très grande puissance de calcul, est-ce qu'on ne pourrait pas planifier plus efficacement? Et le libéralisme est arrivé en contre-modèle parce qu'il se dit on ne pourra jamais faire tout ça. Il faut laisser les initiatives individuelles naître et puis il va y avoir une sélection naturelle, un darwinisme des initiatives et puis finalement ça va s'équilibrer. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas simuler tout ça en amont, là, grâce à des IA, et avoir un modèle de société qui marche mieux? Ça a commencé, il y a eu une première tentative dans les années 70 au Chili, ça s'appelait Cybersyn, sous Allende. C'était de planifier l'économie par la cybernétique. Et donc, il y avait un centre de contrôle extrêmement désuet, un peu la Austin Power, mais qui est charmant, où les données en temps réel de la sidérurgie, etc. venaient et l'ordinateur disait, c'est faire comme ça, donnez-les ordres. On était vraiment beaucoup trop d'avant-garde, donc ça n'a pas marché. Mais cette idée-là est au cœur de la question, finalement, de ces technologies, puisque c'est les machines à gouverner, les machines à piloter, l'ordinateur, c'est quoi? L'administration, le juridique, c'est toujours avoir une case pour chaque situation pour une meilleure efficacité, une optimisation de la société. Et l'être humain, en tant que politique, il est quand même très irrationnel aussi. Et ça pourrait pallier à ça. Et donc, toute la question, c'est de se dire, est-ce qu'on n'a pas, derrière ce changement de civilisation, finalement, l'accomplissement de la démocratie? Et c'est peut-être un élément intéressant, en tout cas, à penser, c'est que c'est l'expression la plus pure de la... Peut-être la plus pure, mais je m'explique, même si ça heurte des valeurs qu'on a, évidemment, mais il faut être un peu au-dessus.
C'est très amusant, moi j'aime beaucoup. Ouais, alors c'est bon. Alors dans les penseurs de la démocratie, on peut avoir Rousseau. Voilà, il y a beaucoup de grands penseurs, mais il y en a un qui est un très grand penseur de la démocratie, c'est Spinoza, qui est entièrement déterministe. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir une démocratie dans un logiciel déterministe. Et alors lui, il dit bon bah pour lui, tout ce qu'on fait est déterminé. Donc le meilleur des régimes, c'est celui qui prendra le mieux en compte les besoins de chacun et qui peut le moins déformer ses besoins pour créer le meilleur système qui va le plus agencer tout ça. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'un parti politique, qu'est-ce qui se passe? En démocratie, on a d'abord notre volonté individuelle, point de départ. Il y en a des millions. Ensuite, elle s'agglomère, volonté générale, un peu pour reprendre Rousseau, dans un parti politique qui va déformer la voix complètement. On va devoir, de 1000, on va passer à 1. Et de ce 1, ensuite, il va falloir rentrer dans le jeu, etc. Maintenant, on supprime ça. On prend chaque personne complètement, on fait un prélèvement à la source de nos volontés, qui peuvent être conscientes, mais aussi inconscientes. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on dit alors aux personnes, quel est votre projet politique, quelle société vous voulez, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? En revanche, on peut m'aider à le savoir. Et l'IA peut avoir cette force d'extraire les vraies appétences de chacun, les faire remonter dans le big two, l'ensemble. Donc, on n'a plus besoin de parti politique parce qu'en fait, ça remonte à la source. Et à ce moment-là, on compile et on voit quel est le meilleur système pour optimiser tout ça. Alors là, c'est une logique utilitariste. On maximise le bien-être des gens. Mais c'est une question qui, à ce moment-là, s'affranchit complètement d'une démocratie par la délibération collective au sens des partis. Et je prends juste l'exemple, avant de vous laisser la parole, qui est le cahier de doléances quand il y a les gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé à tout le monde d'écrire, de faire remonter une IA. Puis Macron, il l'a mis aux toilettes. Il l'a mis aux toilettes. Voilà. Mais le principe qui s'est passé juste avant qu'il le mette aux toilettes, après ça, c'est la décision politique. Mais tout le monde a pu exprimer sa volonté, alors là, volonté consciente, mais avec tous les biais que ça comporte. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas un très grand panel de vocabulaire ou qui ne connaît pas bien, exprime son idée, son émotion, mais il la raffine pas bien. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement dur. Même moi, si on me dit qu'est-ce que vous voulez pour changer le monde, voilà. Donc, l'IA pour aider déjà à coucher ça sur le papier. Ensuite, dans les doléances, c'est parti. Et là, c'est une IA qui a compilé les centaines de milliers de points, et a fait des dizaines de points. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a compilé les volontés de chacun. Elle a trouvé le maximum, ce qui optimiserait la réalisation, les points, etc. Et donc ça, c'est une première intrusion, mais qui, alors évidemment, ça heurte et tout, mais ça peut quand même être extrêmement intéressant pour saisir le vrai pouls d'une société, les vrais besoins. Pas énormément. Si, en fait, ce qu'on veut profondément, c'est vraiment des trucs immoraux. Comment est-ce que l'IA, la pulsion, en fait, simplement. comment est-ce que l'IA pourrait gérer la tension entre créer une société de bien-être avec des gens qui en veulent profondément leurs voisins? Oui, mais en fait, c'est une question. On a résolu le problème, nous, par les lois, les règles, ce qu'on appelle la civilisation. Freud en parle beaucoup. Le malaise dans la civilisation, c'est quoi? C'est qu'on a une tension entre nos pulsions et des règles qu'on a mis qui sont nécessaires, tout simplement, pour composer avec les autres. Donc, rationnellement, l'IA peut tout simplement se dire, il faut le même processus. Si elle trouve un moyen plus efficace, et imaginons que c'est un moyen qui nous permet d'être plus pulsionnel, moins rationnel, mais que ça s'agence bien sans faire ça. Mais parce qu'elle peut, en fait, je veux dire, parce que j'ai l'impression que pour que ce soit pur, il faut imaginer que c'est l'IA qui décide les règles. C'est-à-dire comment est-ce qu'elle va me faire pour canaliser les pulsions, par exemple. S'il y a quelqu'un qui commence à bidouiller tout de suite, je me dis que c'est surtout cette personne qui bidouille qui a le pouvoir et qu'on n'est plus du tout en démocratie. On est dans un truc, on est dans une dictature mondiale assez terrifiante. La limite, c'est extrêmement ténu. Oui. Mais donc, du coup, pour que ce soit pur, l'IA pourrait imaginer des jeux du cirque hyper trash une fois par an qui nous libéreraient de toutes nos pulsions, des trucs comme ça, quoi. Et oui, alors. Et pour notre bien-être, si on serait apaisé, on serait en paix parce qu'on aurait totalement. Ce qui a existé. Ouais, bien sûr. Qu'on assimile aujourd'hui avec nos valeurs de la barbarie. Le MMA, c'est. Et voilà, ça respecte des valeurs, donc il y a peut-être la question, est-ce qu'on est. Parce que l'idée des valeurs, ça c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'elles peuvent être extraites avec des données suffisantes? Est-ce qu'on peut trouver les valeurs qui nous seraient importantes? On sait que nos valeurs sont aussi conditionnées par notre société, par le collectif. Ouais. Mais est-ce que ça serait... est-ce qu'on
préfère vivre dans un monde où des gens se font trucider ou pas? Est-ce qu'on aurait moins de stress? Un monde où on ne se fait pas trucider, je pense qu'on est un peu plus tranquille. Ouais, donc, il peut y avoir cette question-là, mais d'un compromis. Alors là, c'est complètement amoral, mais de chercher ce qui optimiserait le bien-être. Donc là, on est dans la pure lignée de l'utilitarisme. Qu'est-ce qui optimise le bien-être? Et alors, effectivement, s'il y a une soupape affreuse, etc., oui, à réfléchir. Alors là, c'est un sujet, la question de l'alignement avec des valeurs. Est-ce que ces valeurs, il ne faut pas les programmer en amont? Se dire, on veut ça dans le respect de notre charte, de notre constitution, qui est dignité humaine, etc. Et là, à elle de trouver là. C'est ce qui me permet de faire un clin d'œil à Loïc qui anime notre boucle WhatsApp et que j'avais au téléphone hier soir et qui partage pas du tout votre avis, bien qu'il n'ait pas lu votre livre. J'espère que tu vas faire le et qui me dit en fait ce qu'on a nous. Donc il me citait un illustre inconnu qui a pris la parole lors d'une conférence et pour dire que ces gens qui parlent d'intelligence artificielle ne parlent que de deux aspects de notre cognition, c'est-à-dire collecter des données et traiter des données et produire de la donnée, et ne parlent pas de notre capacité à donner du sens. Justement. Et donc, peut-être que ce qui échapperait à l'intelligence artificielle et ce qui lui permettrait de lui donner une direction, ce serait le sens qu'on décide de donner, dans quel sens on veut que notre vie collective aille, et peut-être lui donner des inputs, comme on dit, sur qu'est-ce qui a du sens pour nous. Et pour revenir à Penser c'est chouette, je pense que j'ai choisi Penser c'est chouette parce que ça avait spécialement du sens pour moi. Ce qu'une IA n'aurait pas pu deviner, parce que ça aurait pas eu, même pour quelqu'un qui me ressemble parfaitement génétiquement, peut-être que ça aurait pas été, peut-être que la matière ne préside pas au sens. Oui. Et je suis entièrement d'accord avec Loïc, hein, donc c'est ça le fait dans les analyses, donc c'est parfait. Et je vais pouvoir lui donner mon point de vue et à ceux qui me regardent. Sur juste celui d'avant, la question des grands jeux barbarie, je parlais tout à l'heure de l'article du Barl. Il dit, dans ce monde-là, optimisé, etc., l'injustice la plus barbare cohabitera avec le bonheur statistique. Et donc les deux vont aller ensemble. Donc à la fois ce qui est le plus horrible, parce que si on fait partie des sacrifiés du système, comme dans Google Maps, celui qui se prend l'embouteillage, et là c'est horrible. Et donc voilà, c'est toute une question. Sur la question donc du sens qui va de pair avec les valeurs, ça c'est une vraie question. Au tout début, je disais, dans cette vision cybernétique matérialiste, il faut, si on s'oppose à cette vision-là, il faut se battre là où on a une exception. Et quand on remonte la chaîne de ce qu'est un être humain, on voit que des choses sont automatisables quand même. Voilà, lever un bras, on voit comment ça se passe. Après, on peut le reproduire, on fait la même fonction, mais même si on ne reproduit pas exactement ce qu'on fait, ça n'échappe pas aux lois de la physique. Bon, on va remonter chez nous à ce qui, aujourd'hui, a été avalé par la matière. Donc, autrefois, on se disait l'être humain, c'est magique, c'est l'exception, c'est non matériel, c'est tout ça. Puis, ça se grignote, c'est un petit saucisson. Mais il y a quand même des zones qui est la zone non attaquée. Et cette zone, c'est celle qui donne l'ordre initial. L'ordre initial, vous voyez, en cybernétique, c'est j'ai la grande métaphore de gouverner un bateau. J'ai mon bateau, je suis l'armateur. Il y a le capitaine, il y a celui qui a la barre, il y a celui qui a les rames. On automatise la rame parce que c'est finalement mécanique. Celui qui a la barre. Le capitaine, il ne fait qu'appliquer les ordres de l'armateur. Donc tout ça, ça fait quoi? Ça fait des drones à la fin. Mais il reste celui qui donne l'ordre initial, et cet ordre, c'est les valeurs. Le but, mais qui est le but complètement, mais qui est minimal, mais ça reste très fort. Et cette faculté à poser les buts, aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose qui n'appartient pas à la machine, mais on peut se poser la question, dans quelle mesure le monde technologique qui nous environne, la façon dont on a accès à l'information, petit à petit, parasite notre façon de concevoir les buts, à la fois parce qu'on délègue de plus en plus, donc on a moins la main. Vous voyez, quelqu'un qui se forge des valeurs morales ou qui a un but, le naviguer tête endroit, c'est d'autant plus nourri qu'il est sur le terrain. Si on est loin du réel, de plus en plus, cette façon de faire les buts va changer. D'autant plus qu'on est nourri par tout un écosystème, qui est un écosystème complètement technique, qui va petit à petit influer sur nos valeurs. Et donc là, il y a un effet de retour de l'écosystème dans lequel on évolue, notre environnement, sur ce que devient l'être humain. Donc aujourd'hui, on peut dire, par exemple, la vie est sacrée, jamais on va se faire de manipulation génétique. Puis petit à petit, le monde de la science avance. Des principes qui étaient des principes religieux, chez d'autres personnes continuent à rester, mais globalement, ça a fait chuter le catholicisme.
ces principes restent encore par éducation, mais petit à petit, quand même, à un moment, on va se dire, voilà, au nom de quoi justifier ça? Et c'est Jacques Monod, dans Le hasard et la nécessité, dans sa conclusion, qui est un des plus beaux passages dans le monde intellectuel à mes yeux, il dit, nos sociétés sont complètement schizophrènes. D'un côté, on est dépendant et sous perfusion technologique, comme un drogué avec sa seringue. On ne peut pas échapper à cette vision du monde. Et en même temps, nos principes moraux reposent sur des croyances aujourd'hui affirmées par la science. Et comment on fait entre les deux? Et donc, on peut toujours avoir des valeurs, mais comment on va les justifier au fur et à mesure? Il faut penser en termes de génération. Et c'est plutôt ça qui intéresse. Nous, on est à un moment de transition. On a encore des reliquats, mais on voit que ça va avancer. Donc, cette question, aujourd'hui, nous fixons les valeurs, mais serons-nous suffisamment informés, suffisamment autonomes et suffisamment indépendants pour ne pas être petit à petit façonnés par la technologie en retour? Oui. Et cette question du sens, c'est la fin du livre qui est la plus philosophique, mais celle qui m'intéresse finalement peut-être le plus et qui nous permet de penser au-delà de ma trajectoire. Moi, je parle dans la trajectoire libérale avec notre logiciel, mais finalement, le transhumanisme, qui est l'intervention de l'IA, on voit qu'en Chine, ça donne autre chose. Et finalement, la technologie peut être utilisée pour d'autres valeurs. Vous voyez, nous, sa valeur de la liberté, on l'utilise, et je montre qu'en l'utilisant, ça détruit la liberté, mais je peux avoir comme valeur le vivant. Et on peut tout à fait imaginer un transhumanisme orienté vers le vivant écologique, tourné vers ça, ou un transhumaniste orienté vers le surhomme soviétique. Enfin, voilà, on peut tout mettre dedans. C'est utiliser la technologie pour une valeur. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que pour que ça fonctionne, pour que l'IA fonctionne bien, il faut une extension de la technologie à l'ensemble des sphères de notre existence. Il faut pouvoir avoir des données partout. Sinon, un chat GPT qui n'est pas connecté au web, qui n'est pas connecté à plein de choses, c'est moins efficace. Donc, plus on veut que notre technologie serve notre valeur initiale, plus on veut que ça soit efficace, plus il faut recouvrir le monde d'un regard très particulier, qui est celui d'une formalisation logique du monde, celui de la technique, qui est quoi? Qui est un paradigme et sur lequel on peut être un peu schizophrène, parce que la connaissance, je pense que tout le monde est très content de la connaissance, de la médecine, et pourrait difficile de contredire un énoncé qui est vrai logiquement. Et pourtant, cette vision technicienne a un effet, et là je reprends un philosophe qui s'appelle Jacques Ellul, qui est que lorsqu'on souhaite qu'une action soit efficace, quand on veut accomplir un but efficacement, qui est le but de la cybernétique, c'est l'action efficace, eh bien il faut repenser logiquement le monde qu'on a devant nous pour l'optimiser. Donc par exemple, plutôt que de monter sur un cheval, on va se dire, le cheval c'est naturel, on pourrait peut-être reconfigurer le monde, on crée la voiture, c'est plus rapide, et là on a fait advenir dans le monde quelque chose qui n'existait pas avant, c'est la technique. Et la technique, c'est pas simplement des objets qu'on a, c'est une vision de se dire, je vais reconfigurer le monde par la logique, par la rationalité, pour avoir une action plus efficace et qui sera guidée tout au long grâce à un retour d'information, mais on va pouvoir optimiser notre action par une reconfiguration du monde. Et ça a un double effet. D'abord, c'est l'ingénierie, mais le monde qui nous environne se retrouve de plus en plus recouvert par la technologie. Et le problème, et ça Jacques Ellul l'a parfaitement souligné, c'est qu'un objet technique répond à une solution, mais ça crée un autre problème. Et cet autre problème, il va falloir faire un objet technique pour le résoudre. Alors par exemple, aujourd'hui, on se dit l'agriculture intensive implique des pesticides. Les pesticides détruisent les abeilles. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Non, parce que si on arrête, on est déjà tellement dépendant de toute la cascade que ça va être compliqué. Mais on va créer des petits drones pollinisateurs. Et une nouvelle solution technique. Et donc, la question, c'est revenir en arrière est très difficile. Et donc, ce qui conduit à une diffusion progressive de cet écosystème qui n'est plus naturel. Et c'est là où je rejoins la question du sens, qui était la question de Loïc, en tout cas, peut-être traiter sous un autre angle. Mais c'est qu'est-ce que c'est que donner du sens? C'est pouvoir porter sur le monde un regard là où il y a des mystères, là où il y a des choses qui ne sont pas explicables et où la raison d'être n'a pas été voulue par l'homme en amont pour une fonction déjà prévue. Et c'est là toute la force quand on pense au sacré. On dit nos sociétés, on s'en manque de sacré, mais pourquoi? Parce que le sacré, c'est ce qui n'est pas profané. Alors profané physiquement, mais peut-être aussi intellectuellement. Si on pense chez les Grecs, la foudre, on se dit, mais le sacré, le mystère absolu, comment ça se fait? On met Zeus. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone qui n'est pas explicable, et c'est un bonheur pour l'homme, une zone qui n'est pas explicable parce qu'on va mettre du sens. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Génial, je vais mettre du sens, je vais pouvoir mettre Dieu, je vais pouvoir faire plein de choses. Ouais, continue. Et donc, mettre du sens, ça permet d'exercer plusieurs choses. La théorie qui passe par le langage symbolique, par le récit, par la narration. Et donc ça, ce sont des lieux, des îlots dans lesquels on va pouvoir exercer un instinct qu'on a qui est très fort et nécessaire pour nous, c'est
donner libre cours à notre langage symbolique. Ce langage symbolique, c'est grâce à ça qu'on a des récits. Du coup, aujourd'hui, dans la civilisation prochaine, où sera le mystère? Eh bien, c'est toute la question un peu pessimiste, en tout cas, qui est une question philosophique. Je dis justement, cette horizontalité du monde de la donnée, de la prédiction, de l'explication, de la connaissance, eh bien, conduit au fait que ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Et tous les mystères qu'on a qui nous animent, petit à petit, si tout est déterminé, vont être expliqués, de se dire, bon, la génétique explique ça, on a des modèles qui prédisent tant de probabilité de faire ça, etc. Eh bien, comment est-ce qu'on peut trouver cet élan qui a une double fonction? Et c'est cette idée du mystère, pour moi, de se dire, finalement, on n'a peut-être pas besoin... Est-ce qu'en fait, on aspire à la connaissance? Et c'est grâce à ça que la raison nous a donné un pouvoir sur la mort, une espérance de vie plus longue. Le progrès technologique, c'est la connaissance. Mais est-ce qu'on a vraiment envie, ça c'est une question à se remettre en pleine figure, a-t-on vraiment envie de vivre dans un monde où la raison a pu s'accomplir et à expliquer les choses telles qu'est l'appétence de tout le monde? Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Est-ce que ça ne va pas nous déprimer, nous ennuyer? Et à deux niveaux. D'abord, au niveau individuel, mettre des récits, ça fait une narration de soi, évidemment. Quand on a des zones d'inconnu, justement, tout à l'heure, on se disait partir et faire penser c'est chouette. Pourquoi? Parce qu'on ne le sait pas. Ça crée une quête. Et ce mystère-là est très, très important. Cet inconnu nous mobilise et aide à la narration de soi. On va pouvoir mettre du récit, de la narration. Donc la question, c'est quel est l'effet de cette impossibilité de créer des récits à cause de ce nouveau langage qui empêche en fait de produire du sens. Et derrière ça, une question philosophique qui est, est-ce que l'être humain a besoin pour survivre, est-ce que le vivant a besoin de la vérité? Et là, je reprends juste un petit passage très simple qui vient du Gai Savoir de Nietzsche. Il dit finalement, est-ce que la vie elle-même, pour survivre, n'a pas besoin de l'erreur? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se tromper pour survivre? Et il dit, anticipant un peu la question des biais cognitifs, mais imaginez que vous avez devant vous une panthère. Si vous commencez à dire, mais est-ce que c'est une substance unique? Non, on a besoin de s'imaginer que la panthère est un tout, même si à la limite elle est pleine de composés d'atomes, parce que c'est comme ça on survit. Donc, se tromper est utile. Et donc, l'utilité n'est pas la vérité. Et c'est peut-être ça la question. Et là, ce qu'il faut se demander, c'est quelle est l'utilité pour l'homme d'avoir des récits qui sont peut-être faux d'un point de vue de la connaissance, mais qui en même temps servent le vivant. Et donc, il y a deux niveaux où on voit que les récits sont importants et où leur manque pourrait nuire en fait, au développement de l'être humain et à sa faculté de symboliser, conduisant potentiellement à un suicide évolutif, qui est un concept biologique non pas prouvé expérimentalement, mais qui est une idée, c'est de se dire une caractéristique d'une espèce conduit à la fin à sa perte. Eh bien, au niveau individuel, pouvoir mettre du sens dans sa vie, avoir des zones de mystère, des zones d'inconnu, ça permet de créer des récits et donc d'être tiré vers l'avant. Tout à l'heure, on parlait de l'entrepreneuriat. C'est cette idée-là, je ne sais pas de quoi sera fait mon lendemain, je ne connais pas mon code génétique, les prédictions, en fait, je ne les sais pas. Et c'est ce qui fait que le vivant s'est tenté sa chance malgré l'hécatombe. Quand on ne sait pas, ça nous met en mouvement. Ce qui permet de nous créer aussi notre propre unité de structure, parce que relier tous les espaces de notre vie, on a besoin de se recréer une personnalité. C'est une œuvre de fiction, on a besoin des mots, on a besoin du langage symbolique. Mais au niveau collectif, et c'est aussi là que c'est intéressant de penser comme ça, je reprends un peu les analyses de Jean-Jacques Hublin, qui est paléoanthropologue au Collège de France. Il se dit, qu'est-ce qui a fait finalement le succès d'Homo sapiens par rapport à d'autres espèces d'hominidés concurrentes qui ont disparu? C'est peut-être de pouvoir créer des récits, de croire dans des choses qui n'existent pas. Grâce au langage symbolique, on parle de grandes divinités, on parle on crée des fictions. Harari parle aussi de ça, Yuval Noah Harari. L'argent, par exemple, ça n'existe pas, mais ça fédère le groupe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on crée des fictions sur une divinité, cette divinité va permettre à un groupe de collaborer facilement parce qu'on a les mêmes valeurs. Et donc, que ça soit la tribu ou le groupe élargi, et c'est là où on peut changer d'échelle, un groupe élargi, si on n'a jamais vu la personne mais qu'on a les mêmes croyances, on coopère facilement. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on pourrait, faute de croyances, de récits, avoir un groupe qui se tient quand même une coopération, le sentiment de pouvoir coopérer entre nous et donc d'avoir quelque chose qui nous mobilise, qui nous tire vers l'avant. Et toute civilisation, c'est toujours une croyance. Dans le livre, je dis, c'est un grain de sable sur lequel se forme la perle d'une croyance, comme dans les huîtres finalement. Il faut toujours un élément qui est délirant, qui est faux complètement.
ou en tout cas non démontré et jamais démontrable. Mais là-dessus, on va pouvoir projeter le récit. Et c'est ce récit-là qui est complètement vertical, qui n'est pas du tout dans la donnée, qui est ce... Wittgenstein dit, ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. Et bien là, justement, on va parler de ce qu'on ne pourra jamais mesurer, ce qui n'est complètement illogique, mais c'est ça qui va tirer les hommes vers l'avant. Et donc, la fin du livre se pose cette question, est-ce que l'être humain peut vivre dans un monde sans mystère? Est-ce qu'on peut vivre dans le monde de la connaissance? Est-ce on aspire à la connaissance, mais donnons-nous le monde de la connaissance, est-ce qu'on serait vraiment heureux? Parce que la question fondamentale, c'est est-ce que la vie peut vivre dans le monde de la rationalité et de la logique, ou est-ce qu'elle n'a pas besoin justement de l'erreur, de l'imprédictible, du hasard, de tout ce qui échappe à cette connaissance? Et c'est là où peut-être l'espace, la conquête de l'espace joue un rôle. Parce que l'espace restera un mystère pour l'IA comme pour nous, puisqu'on n'a pas de données. Oui, c'est l'espace, en tout cas, si on parle du point de vue sacré, c'est l'espace non profané. Le problème, c'est que quand on est en ville, on voit même plus la voûte céleste, donc on perd ça, mais c'est cette après qui n'est pas encore profané avec une question. Et c'est assez amusant de se dire, on parle beaucoup de l'espace et peut-être d'une vie extraterrestre, c'est devenu très, très rationnellement probable. Ce nouveau sacré possible est un sacré compris dans la technologie maintenant. L'idée d'extraterrestre, ça va pas avec la conquête spatiale, c'est dans un univers technique et c'est peut-être une zone qui pourrait réactiver du mystère. Et la question, voilà, aujourd'hui, l'origine de la vie, bon, il y a des théories scientifiques qui la démystifient quand même. L'ADN, ça a mis un gros coup quand même à cette question-là. C'est de la chimie. Bon, mais il y a quand même l'idée aussi du mystère fondamental, d'où vient l'univers, qui est aussi là. Mais l'espace, l'univers, cette hors Terre, parce que la Terre, on a fini par la baliser. Et donc, à terme, est-ce que c'est pas dans la conquête de l'espace, non pas pour gagner en puissance, mais tout simplement parce que c'est là que nous sommes appelés. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a l'inconnu. Ouais, c'est ça, c'est ce qui explique peut-être cette espèce d'urgence qu'incarne Elon Musk, qui vraiment a l'air obsédé, habité, mais ça a l'air physique, ça a l'air d'être... et peut-être parce qu'il a conscience de ce... Je pense pas qu'il y aille comme ça, mais aussi philosophiquement, mais de ce besoin de quête, en fait. En tout cas, il réactive, il fait rêver certaines personnes. Après, on peut être réaliste et dire mais non, tout ça, mais le fait est que ça fait rêver toute personne de se dire ok. Et dès qu'il y a le rêve, il y a le mystère, et il y a ce qui n'a pas été profané par la technologie. Et donc, et c'est là où il y a les germes potentiels à la limite d'un type de civilisation possible avec une nouvelle valeur, qui est de se dire, ce nouveau sacré, cet élan-là, il est pris dans un nouveau récit. Et ce récit, à la limite, on le retrouve plus dans notre environnement quotidien qui est déjà technologisé, mais dans l'ailleurs. Voilà la nouvelle quête, la nouvelle croisade. Et j'ai une dernière question, Julien Gobin. Depuis le début de notre entretien et en même temps à la lecture de votre livre et pendant que je préparais cet entretien, je n'arrivais pas à savoir si ça vous enthousiasmait ou si ça vous effrayait ce changement de civilisation. Oui. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture pour répondre à ça. Il y a mes valeurs personnelles. Et je trouve pas que ce soit très intéressant de faire un essai en disant, voilà, c'est pas bien, ou bien parce que c'est mes valeurs. Non, les valeurs, elles sont difficilement justifiables. Moi, personnellement, je suis plutôt de l'ancien monde. Donc, évidemment, ce que je décris, je cherche plutôt à alerter, mais alerter de façon un peu plus intelligente et sans être non plus dogmatique. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au fil du temps, les valeurs changent. Et ce qui aujourd'hui, pour moi, est une normalité, peut-être qu'il y a 500 ans, on se serait offusqué des valeurs qui sont les miennes aujourd'hui. Donc, il faut se rendre compte que ça va peut-être pas mettre fin à l'humanité. Il faut voir quelles sont les nouvelles valeurs qui arrivent, quelles sont les conséquences, et faire réagir. Et c'est là où, si on me lit, ou alors limite qu'on entend parler, je peux être enthousiaste parce que j'aime parler de ces idées déjà, mais aussi c'est pour un peu challenger parce que il faut pas casser une idée simplement en mettant un affect négatif. Non, il faut voir la logique. Et en développant la logique, avec enthousiasme, comme ça, on se l'approprie encore plus, on la vit de l'intérieur. Et à la fin, on se dit, bon, je la vis de l'intérieur, je suis un peu convaincu parce que l'enthousiasme est là, mais pourquoi est-ce que ça m'intéresse ou pourquoi est-ce que ça me choque? Et c'est plutôt ça, impliquer le lecteur ou la personne qui nous écoute à vivre la chose avec le plus d'honnêteté intellectuelle, justement, ne pas avoir les barrages qui sont nos a priori, se dire, bon, d'accord, l'IA peut nous aider, par exemple, à la quête de soi. Ah, c'est horrible. Non, le fait est qu'on l'utilise déjà et pourquoi pas? Et on va jusqu'au bout, et après on va se dire oui, mais là, qu'est-ce que ça change? Et là, on peut être ou non d'accord. Et donc l'idée,
c'est d'être un entomologiste enthousiaste en regardant les insectes. Voilà. Et après, il y a ma position en elle-même, mais qui n'a pas, en tout cas, si on lit le livre, elle n'est pas censée entrer en ligne de compte, parce que je cherche surtout à avoir une hauteur avec l'enthousiasme pour nous embarquer, et ça, c'est ludique. C'est pour vivre aussi une expérience qui nous stimule et qui crée des connexions quand on nous lit des connexions neuronales, juste parce que si le style est vivant, eh ben, on fait des associations d'idées plus facilement. Eh ben, écoutez, ça a merveilleusement bien marché sur moi. Merci beaucoup, Julien Gobin, pour cet entretien. Merci Théodore. On se retrouvera pour une conférence en fin de mois avec Anna Lambert. Très bon, merci. Je vous en dirai plus sur les réseaux sociaux. Pour être tenu au courant de tout ça, inscrivez-vous sur notre site, penserc'estchouette.com. Également, pour ceux qui sont abonnés, il y a un texte que nous a écrit Julien Gobin qui résume tout ce qu'on s'est dit ce soir. Et si vous avez l'envie de partager avec lui les idées que son texte ou que cette vidéo ou que son livre auront suscité en vous, n'hésitez pas sur le site à écrire un commentaire et il y répondra avec plaisir. Ciao.